Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. En raison des coupes budgétaires draconiennes tombées l'an passé, la plupart des voitures de police de la ville patrouillent avec un seul policier à bord. Ce n'est pas le cas dans Lowtown. À Lowtown, tous les commissariats ont un binôme. Le binôme parfait comprenant au moins une personne de couleur. Parce qu'à Lowtown, les minorités sont la majorité. À midi tout juste passé, ce 3 juin, les agents de police Laverty et Rosario patrouillent dans l'O'Brien Avenue, à environ 800 mètres au-delà du pont autoroutier, où Bill Hodges a un jour empêché un trio de trolls de détrousser un plus petit qu'eux. Laverty est blanc, Rosario est latina. Comme leur commissariat est le CPC 54, ils sont surnommés Toody et Muldoon dans leur unité, comme les flics de la vieille sitcom Voiture 54, Où êtes-vous? Parfois, à l'heure de l'appel, Amaryllis Rosario amuse la galerie de Chevaliers Bleus en lançant un « Oh oh, Toody, j'ai une idée !» Avec son accent dominicain, c'est totalement craquant, et elle récolte toujours des rires. Mais en patrouille, c'est madame le sérieux avant tout. Laverty aussi. Dans Lowtown, c'est impératif. « Les gamins qui font le guet me font penser aux anges bleus de la patrouille américaine, » dit-elle. « Ah ouais? Quand ils nous voient arriver, ils décollent comme s'ils étaient en formation aérienne. Tiens, regarde, encore un. » Comme ils approchent de l'intersection de l'O'Brien et Strike, un gamin en veste de survêtement des Cleveland Cavaliers, trop grande et totalement superflue par un jour comme aujourd'hui, décampe soudain du coin où il traînait et file au petit trot dans Strike. On lui donnerait 13 ans. « Il vient peut-être de se souvenir qu'il y a école aujourd'hui, » dit Laverty. Rosario rigole. « Ben voyons. » Ils approchent maintenant du coin de l'O'Brien et Martin Luther King Avenue. MLK est l'autre artère principale du ghetto, et là, une demi-douzaine de guetteurs décident qu'ils ont affaire ailleurs. « C'est du vol en formation, ça c'est sûr, » dit Laverty. Il rigole à son tour, même si ce n'est pas spécialement drôle. « Dis-moi, tu veux manger où? »« Allons voir s'il y a cette roulotte dans Randolph, » dit-elle. « Je me ferais bien un taco. »« Seigneur taco pour mademoiselle alors, » dit Laverty. « Mais sans faillot, s'il te plaît, ok? On a encore 4 heures à passer dans cette... Oh! Vise-moi ça, Rosie! C'est bizarre! » Un peu plus haut dans la rue, un homme sort d'une boutique avec une longue boîte de fleuriste. C'est bizarre parce que ce n'est pas une boutique de fleuristes, mais de prêteurs sur gage. Le King Virtue Pawn and Loan. C'est bizarre aussi parce que le type est blanc de peau, alors qu'ils sont dans la partie la plus noire de Lowtown. Il s'approche d'un petit fourgon blanc Econoline crado, garé en zone jaune contre le trottoir. 20 $ d'amende. Mais Laverty et Rosario ont faim. Et ils ont déjà les tacos en vue avec la super sauce piquante que Seigneur Taco met à disposition sur le comptoir. Et ils auraient pu laisser courir. Ils l'auraient sans doute fait, mais avec David Berkowitz, ça avait été une amende de stationnement. Avec Ted Bundy, un phare pété. Aujourd'hui, c'est une boîte de fleuristes mal fermée qui suffit à changer le monde. Pendant que le gars fouille dans sa poche pour récupérer les clés de son vieux fourgon, même Ming l'impitoyable ne laisserait pas son véhicule déverrouillé dans Lowtown, la boîte chavire, l'extrémité s'ouvre et quelque chose glisse à moitié dehors. Le type le rattrape et le repousse dans la boîte. Mais Jason Laverty, qui a fait 2 campagnes en Irak, sait reconnaître un lance-roquettes RPG quand il en voit un. Il met les lumières bleues et vient se ranger derrière le gars, qui se retourne, l'air étonné. « Arme au poing !» ordonne-t-il à sa coéquipière. « Dégaine !» Ils bondissent de la voiture de patrouille, leur Glock tenu à 2 mains pointées vers le ciel. « Lâchez la boîte, monsieur !» crie Laverty. « Lâchez la boîte! Les mains contre le véhicule, penchez-vous immédiatement !» Un instant, le type, la quarantaine, peau olivâtre, épaules arrondies, serre la boîte de fleuriste plus fort contre sa poitrine, comme un bébé. Mais quand Amaryllis Rosario abaisse son revolver et le braque sur lui, il lâche la boîte. Celle-ci s'ouvre grand et révèle ce que Laverty identifie à première vue comme un lance-grenade anti-char portatif russe à Chim. « Nom de Dieu !» dit Rosario. Puis, « Toody, j'ai une idée... »« Policiers, abaissez vos armes !
L'averti reste concentré sur le type au lance-grenade. Mais Rosario se retourne et voit un type blanc grisonnant en blouson bleu. Il porte un écouteur et il est armé de son propre Glock. Avant qu'elle ait pu lui poser la moindre question, la rue s'emplit d'hommes en blouson bleu qui courent tous en direction de King Virtue Pawn and Shop. L'un d'eux transporte un bélier tactique Stinger, du genre que les flics appellent un bébé défonceur. Rosario lit ATF dans le dos de leur blouson, et tout d'un coup, elle a l'impression sans équivoque d'avoir mis les pieds dans le plat. « Policiers, abaissez vos armes ! Agent fédéral James Kosinski. » L'averti dit. « Vous ne voulez pas qu'un de nous le menotte d'abord ? Je demande ça comme ça. » Les agents de l'ATF s'entassent dans la boutique du prêteur sur gage, comme les clients dans un Walmart la veille de Noël. Une petite foule se forme de l'autre côté de la rue, encore trop stupéfaite par l'ampleur de la force d'intervention pour commencer à lancer des colibés. Ou des pierres, c'est selon. Kosinski soupire. « Allez-y, dit-il, maintenant que le cheval est sorti de l'écurie. »« On ignorait que vous étiez sur le coup, » dit l'averti. Pendant ce temps, le type au lance-roquettes a descendu ses mains du fourgon pour les ramener dans son dos, poignets joints. Il est clair que ce n'est pas son premier rodéo. Il ouvrait son véhicule et j'ai vu ce truc pointer hors de la boîte. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Ce que vous avez fait, naturellement. De la boutique du prêteur sur gage leur parviennent des bruits de verres brisés, des cris, puis le choc du bélier en action. Bon, maintenant que vous êtes là, je vous suggère de jeter Mr. Cavelli, ici présent, à l'arrière de votre véhicule et de venir voir ce que nous avons à l'intérieur. Pendant que l'averti et Rosario escortent leurs prisonniers jusqu'à la voiture de patrouille, Kosinski relève leur numéro de commissariat. « Alors, dit-il, lequel de vous est tout dit et lequel est Muldoon ?» Alors que le commando de l'ATF, conduit par l'agent Kosinski, commence son inventaire de la zone de dépôt caverneuse derrière l'humble façade de King Virtue Pawn and Loan, une berline Mercedes grise se range le long du trottoir devant le 49 Elm Street. Hodges est au volant. Aujourd'hui, Holly est à l'avant à côté de lui. Parce que, revendique-t-elle, avec une certaine logique, la voiture est plus à elle qu'à eux. « Il y a quelqu'un à la maison, » dit-elle en montrant du doigt. « Il y a une vieille Honda Civic pourrie dans l'allée. » Hodges aperçoit un vieil homme arrivant d'une démarche traînante de la maison située juste en face. « C'est moi qui parle à Mister Citoyen Zélé. Vous deux, vous la fermez. » Il baisse la vitre. « Je peux vous aider, monsieur ?»« J'allais vous poser la même question, » dit le vieux Zig. Ses yeux luisants s'activent à évaluer Hodges et ses passagers, de même que leur voiture. Ce qui ne surprend pas Hodges. C'est une voiture super classe. « Si vous cherchez Brady, c'est pas de chance pour vous. Ça, dans l'allée, c'est la voiture de Mrs. Hartfield. Elle n'a pas bougé depuis des semaines. Je ne suis même pas sûr qu'elle soit encore en état de marche. Peut-être que Mrs. Hartfield est sortie avec lui, parce que je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Je la vois en général quand elle met le nez dehors pour prendre son courrier. » Il montre du doigt la boîte aux lettres à côté de la porte du 49. « Elle aime les catalogues, comme la plupart des femmes. » Il tend une main noueuse. « Hank Bison. » Hodges la lui sert brièvement, puis lui met sa carte de flic sous le nez, en posant bien le pouce sur la date de validité. « Content de vous rencontrer, monsieur Bison. Je suis l'inspecteur Bill Hodges. Pouvez-vous me dire quel genre de voiture conduit Mr. Hartfield, marque et modèle ? » « Il a une Subaru marron. Pourrais pas vous dire le modèle et l'année. Pour moi, toutes ces japonaises se ressemblent. » Je dois vous prier de retourner chez vous, monsieur. Nous reviendrons peut-être vous poser quelques questions plus tard. « Est-ce que Brady a fait quelque chose de mal ? » « Contrôle de routine, » répond Hodges. « Retournez chez vous, je vous prie. » Au lieu d'obtempérer, Bison se penche un peu plus pour dévisager Jérôme. « Vous n'êtes pas un peu trop jeune pour être dans la police ? » « Je suis stagiaire, » répond Jérôme. « Je vous conseille de faire ce que l'inspecteur Hodges vous a demandé, monsieur. »« J'y vais. » Mais il file d'abord un autre coup de périscope au trio. « Depuis quand les flics de la ville se trimballent en Mercedes-Benz ?» Hodges est pris de court, mais pas Holly. « C'est une voiture Rico. Rico, c'est notre unité de lutte contre le racket, l'influence et la corruption dans les organisations.
Nous réquisitionnons leurs biens. Et nous pouvons les utiliser comme bon nous semble parce que nous sommes la police. » « Ah bon? Ouais, bien sûr. Et ça paraît logique. » Bisson a l'air mi-satisfait, mi-bluffé. Mais il retourne chez lui, où il leur réapparaît, posté cette fois derrière un carreau de fenêtre. « Rico, c'est les fédéraux », signale doucement Hodges. Holly incline la tête discrètement en direction de leur observateur et un léger sourire étire ses lèvres esquintées. « Vous croyez vraiment qu'il le sait ?» Comme ni l'un ni l'autre ne répond, elle passe au registre professionnel. « On fait quoi maintenant ?» « Si Hartsfield est là, je procède à une arrestation citoyenne. S'il n'y est pas, mais sa mère oui, je l'interroge. Vous deux, vous restez dans la voiture. »« Je sais pas si c'est une bonne idée, » dit Jérôme. Mais à voir sa mine, Hodges le voit dans le rétroviseur, il sait d'avance que cette objection sera rejetée. « C'est la seule que j'ai, » dit Hodges. Il descend de voiture. Avant qu'il ait refermé la portière, Holly se penche vers lui et dit « Il n'y a personne. » Il ne dit rien, mais elle hoche la tête comme s'il l'avait fait. « Vous le sentez pas ?» À vrai dire, si. Hodges remonte l'allée, notant les rideaux tirés aux grandes fenêtres de devant. Il jette un bref coup d'œil dans la Honda et n'y voit rien digne d'intérêt. Il essaie la portière passager, elle s'ouvre. L'intérieur est chaud et sent le renfermer, avec un léger relent d'alcool. Il referme la portière, monte les marches du porche et sonne. Il entend le cling-clong résonner dans la maison. Personne ne vient. Il essaie encore, puis frappe. Personne ne vient. Il cogne avec le côté de son poing, très conscient du regard de Mr. Bisson en face, qui n'en perd pas une. Personne ne vient. Il va jusqu'à la porte du garage et glisse un œil par l'une des petites vitres. Quelques outils, un mini-réfrigérateur, pas grand-chose d'autre. Il sort son portable et appelle Jérôme. Cet îlot d'Elm Street est très paisible, et il entend, faiblement, les mesures d'ACDC de la sonnerie lorsque l'appel aboutit. Il voit Jérôme répondre. « Demande à Holly de sauter sur son iPad et de consulter les archives foncières de la ville pour me trouver le nom du propriétaire du 49 Elm Street. Elle peut faire ça ?» Il entend Jérôme demander à Holly. « Elle dit qu'elle va voir ce qu'elle peut faire. »« Bien, je fais le tour. Ne raccroche pas. Je te fais un rapport toutes les 30 secondes environ. Si tu n'entends rien pendant plus d'1 minute, appelle le 911. »« Vous êtes sûr que vous voulez faire ça, Bill ?»« Oui. Précise bien à Holly que c'est pas grave si elle trouve pas le nom. Je veux pas qu'elle se mette martel en tête. »« Elle est d'un parfait sang-froid, » répond Jérôme. « Déjà en train de pianoter. N'oubliez pas de donner des nouvelles. » « Compte sur moi. » Il passe entre le garage et la maison. Le jardin de derrière est petit, mais bien entretenu. Il y a un parterre de fleurs rond au milieu. Hodges se demande qui les a plantées. Maman ou fiston? Il monte les 3 marches en bois du seuil de derrière. Il y a une porte moustiquaire métallique avec une 2e porte derrière. La porte moustiquaire est ouverte. La porte de la maison ne l'est pas. « Jérôme, rapport, RAS. » Il regarde par la vitre et voit une cuisine. Elle est en ordre, juste quelques assiettes et quelques verres dans l'égouttoir près de l'évier. Un torchon soigneusement plié est suspendu à la poignée du four. Il y a 2 sets de table posés sur la table. Pas de set pour Papa Ours, ce qui correspond au profil que Hodges a esquissé sur son bloc-notes à feuilles jaunes. Il frappe à la porte, puis cogne. Personne ne vient. « Jérôme, rapport, RAS. » Il pose son téléphone sur le seuil et sort son étui plat en cuir, content d'avoir pensé à le prendre. Il contient les clés à crocheter les serrures de son père. 3 tiges métalliques avec des crochets de tailles différentes au bout. Il choisit la taille médiane. Bon choix. Elle glisse facilement dans la serrure. Il bidouille un peu, tournant d'un côté puis de l'autre, cherchant à faire jouer le mécanisme. Il s'apprête à s'interrompre pour faire un rapport à Jérôme, quand la serrure accroche. Il tourne, d'un coup vif et sec, exactement comme son père lui a appris, et il entend un déclic lorsque le verrou cède côté cuisine. Entre-temps, son téléphone s'est mis à croisser son nom. Il le ramasse. « Jérôme,
RAS. Vous m'avez foutu la trouille, dit Jérôme. Qu'est-ce que vous faites? J'entre par effraction. Hodges met un pied dans la cuisine des Hartsfield. L'odeur le frappe aussitôt. Elle est ténue, mais bien présente. Son portable dans la main gauche et le colt de son père dans la droite, il se laisse guider par son odorat. D'abord dans le salon, vide, même si la télécommande et les catalogues éparpillés sur la table basse l'incitent à penser que le canapé est le repère de Mrs. Hartsfield, puis dans l'escalier. Au fur et à mesure qu'il monte les marches, l'odeur s'accentue. Pas encore une puanteur, mais ça en prend le chemin. Il y a un petit couloir à l'étage avec une porte à droite et deux à gauche. Il vérifie d'abord la pièce de droite. C'est une chambre d'amis qui n'a pas vu d'amis depuis longtemps. Elle est aussi stérile qu'une salle d'opération. Il fait un nouveau rapport à Jérôme avant d'ouvrir la première porte à gauche. C'est de là que provient l'odeur. Il respire un bon coup et entre rapidement, se collant au mur jusqu'à ce qu'il s'assure qu'il n'y a personne derrière la porte. Il ouvre la penderie, une porte qui se replie le long d'un gond central, et écarte les vêtements. Personne. Jérôme? Rapport? Y a quelqu'un? En quelque sorte. Le dessus de lit a été remonté sur une forme qui ne trompe pas. Attends un peu. Il regarde sous le lit et ne voit rien d'autre qu'une paire de chaussons, une paire de tennis roses, une soquette blanche et quelques moutons de poussière. Il soulève le couvre-lit et voici la mère de Brady Hartsfield. Sa peau a une pâleur de cire, avec une faible nuance verte sous-jacente. Sa bouche est ouverte. Ses yeux, poussiéreux et vitreux, se sont enfoncés dans leurs orbites. Il soulève un bras, le fléchit légèrement, le laisse retomber. La rigueur cadavérique a disparu. « Écoute, Jérôme, j'ai trouvé Mrs. Hartsfield. Elle est morte. »« Oh mon Dieu !» La voix d'adulte de Jérôme se brise sur le dernier mot. « Qu'est-ce que vous... » ?»« Attends un peu. Vous m'avez déjà dit ça. » Hodges pose son portable sur la table de chevet et baisse le couvre-lit jusqu'au pied de Mrs. Hartsfield. Elle porte un pyjama en soie bleue. Le haut est taché par ce qui ressemble à du vomi et un peu de sang, mais il n'y a aucune trace visible de blessure par balle ou arme blanche. Son visage est enflé, mais il n'y a ni marque de ligature ni ecchymose autour du cou. Le gonflement est dû à la lente marche de la mort vers la décomposition. Il remonte son haut de pyjama, juste assez pour voir son ventre. Il est légèrement enflé, comme son visage, mais c'est l'effet des gaz, selon lui. Il se penche pour regarder l'intérieur de sa bouche et voit ce qu'il s'attendait à voir. Des glaires coagulées sur la langue et dans les fosses entre les joues et les gencives. Elle a dû se saouler, régurgiter son dernier repas et partir comme une rockstar. Le sang provient peut-être de sa gorge ou d'un ulcère à l'estomac. Il reprend le téléphone et dit « Il se peut qu'il l'ait empoisonnée, mais il me semble plutôt qu'elle a fait ça toute seule. L'alcool ? Probablement. Sans autopsie, difficile à dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Ne bougez pas. On n'appelle toujours pas la police ? Pas encore. Holly veut vous parler. Il y a une seconde de blanc au bout du fil, puis elle est en ligne, voix claire et ton calme. Plus calme que Jérôme, à vrai dire. Elle s'appelle Deborah Hartsfield. Deborah avec un H. Bon boulot. Repassez-moi Jérôme. Une seconde plus tard, Jérôme dit « J'espère que vous savez ce que vous faites. » « Non, pense-t-il en vérifiant la salle de bain. J'ai perdu la boule, et le seul moyen de la récupérer, c'est de laisser tomber tout ça. Et tu le sais. Mais il revoit Jeannet lui offrant son chapeau neuf, son chic borsalino de détective privé, et il sait qu'il ne peut pas. Qu'il ne veut pas. La salle de bain est propre, ou à peu près. Il y a quelques cheveux dans le lavabo. Hodges les voit mais n'en tient pas compte. Il réfléchit à la différence cruciale entre une mort accidentelle et un meurtre. Un meurtre ne présagerait rien de bon, car c'est souvent par le meurtre de membres de la famille proche que les désaccès graves commencent leur dernière cavale. Si c'est un accident ou un suicide, il reste peut-être encore du temps. Brady pourrait bien être planqué par là,
en train de décider quoi faire ensuite. Ce qui ressemble un peu trop à ce que je fais moi-même, se dit Hodges. La dernière chambre à l'étage est celle de Brady. Le lit est défait. Le bureau est encombré de livres en pagaille, de science-fiction pour la plupart. Il y a un poster de Terminator sur le mur, avec Schwarzenegger portant des lunettes noires et arborant un fusil à éléphant futuriste. « Je reviendrai », se dit Hodges en le regardant. « Jérôme, rapport ? Le type de l'autre côté de la rue nous mate toujours. Holly pense qu'on devrait entrer dans la maison. » « Pas encore. »« Quand ?»« Quand je serai sûr que la voie est libre. » Brady a sa propre salle de bain. Elle est aussi nickel qu'un casier de GI un jour d'inspection. Hodges la contrôle vite fait, puis redescend l'escalier. Il y a une petite alcôve au fond du salon, juste assez grande pour contenir un bureau sur lequel est posé un ordinateur portable. Un sac à main est suspendu par la bandoulière au dossier de la chaise. Sur le mur, une grande photo encadrée de la femme étendue à l'étage et de Brady Hartsfield à dos. Ils sont debout sur une plage quelconque. Ils se tiennent par les épaules, joue contre joue. Ils affichent des sourires à $1 million, identiques. Ils font plus petits copains, petites copines que mère et fils. Hodges considère avec fascination Mr. Mercedes dans ses années de jeunesse. Il n'y a rien dans son visage qui suggère des tendances homicides, comme c'est pratiquement le cas à chaque fois. Il n'y a qu'une légère ressemblance entre eux, surtout dans la forme du nez et la couleur des cheveux. C'était une jolie femme, vraiment pas loin d'être belle, mais Hodges parierait que le père de Brady n'était pas aussi gâté par la nature. Le garçon sur la photo paraît ordinaire, un gosse qu'on croiserait dans la rue sans le remarquer. C'est probablement ce qu'il préfère, se dit Hodges, l'homme invisible. Il retourne dans la cuisine et remarque cette fois une porte près de la cuisinière. Il l'ouvre et regarde les marches raides qui descendent dans l'obscurité. Conscient de dessiner une silhouette parfaite pour quiconque se trouverait en bas, Hodges s'écarte tout en cherchant l'interrupteur. Il le trouve et revient dans l'embrasure, son revolver braqué. Il voit un établi. Derrière, une étagère à hauteur de ceinture qui occupe toute la longueur du mur. Dessus, une rangée d'ordinateurs. Ça lui fait penser au centre de contrôle des missions spatiales de Cap Canaveral. « Jérôme, rapport ?» Sans attendre de réponse, il descend, le revolver dans une main, le portable dans l'autre, parfaitement conscient de la grotesque perversion de toutes les procédures judiciaires que cela représente. Et si Brady est planqué sous l'escalier armé de son propre revolver, prêt à lui exploser les chevilles? Imagine qu'il ait piégé l'escalier. Il en est capable. Ça, Hodges ne le sait que trop bien à présent. Il ne trébuche sur aucun fil de détente, et le sous-sol est désert. Il y a un placard dont la porte est ouverte, mais qui ne contient rien. Il ne voit que des étagères vides. Dans un coin, une pile de boîtes à chaussures. Elles aussi paraissent vides. Le message, se dit Hodges, c'est que soit Brady a tué sa mère, soit il est rentré à la maison et l'a trouvée morte. Dans tous les cas, il a décampé dans la foulée. S'il détenait des explosifs, ils étaient rangés sur ses étagères, vraisemblablement dans les boîtes à chaussures, et il les a emportés. Hodges remonte au rez-de-chaussée. Il est temps de faire entrer ses nouveaux coéquipiers. Il ne veut pas les impliquer plus qu'ils ne le sont déjà, mais il y a tous ces ordinateurs en bas. Lui-même ne connaît que dalle aux ordinateurs. « Passez par derrière, » dit-il. « La porte de la cuisine est ouverte. » Holly entre, renifle et dit « Bouh, c'est Deborah Hartsfield ?»« Oui, essayez de ne pas y penser. Venez en bas, les gars, j'ai quelque chose à vous montrer. » Au sous-sol, Jérôme passe la main sur l'établi. « En tout cas, on sait que c'est la maison de Mr. Maniac de la propreté. »« Vous allez appeler la police, monsieur Hodges ?» Holly se mord à nouveau les lèvres. « J'imagine que oui, et je ne peux pas vous en empêcher, mais ma mère va m'en vouloir à mort. Et puis, ça paraît injuste, puisque c'est nous qui l'avons retrouvée. »« J'ai pas encore décidé, » dit Hodges. « Même si elle a raison, ça ne paraît pas juste du tout. Par contre, j'aimerais beaucoup savoir ce qu'il y a dans ces ordinateurs. Ça pourrait m'aider à prendre ma décision. »
Il sera pas comme Olivia, dit Holly. Il aura un bon mot de passe. Jérôme choisit un ordinateur au hasard. Il se trouve que c'est le poste 6 de Brady. Pas grand-chose sur celui-là. Et appuie sur le bouton caché derrière l'écran. C'est un Mac, mais le carillon ne retentit pas. Brady déteste ce carillon jovial, et il l'a désactivé sur tous ses ordinateurs. L'écran du poste 6 s'éclaire en gris, et le cercle d'attente commence à tourner pendant que l'ordinateur démarre. Au bout de 5 ou 6 secondes, le gris passe au bleu. Ça devrait être l'écran du mot de passe. Même Hodges sait cela. Mais un grand 20 apparaît à la place, puis 19, 18, 17. Jérôme et lui fixent les chiffres avec perplexité. « Non, non !» Holly a presque hurlé. « Éteignez-le !» Comme aucun des deux ne réagit, elle se précipite et réappuie sur le bouton de démarrage en le tenant bien enfoncé jusqu'à ce que l'écran redevienne noir. Puis elle expire bruyamment et sourit même carrément. « Punaise, on l'a échappé belle !»« Vous pensez quoi ?» demande Hodges. « Qu'ils sont programmés pour exploser ou quelque chose comme ça ?»« Peut-être qu'ils se bloquent juste, » dit Holly, « mais je parie que c'est un programme suicide. Si le compte à rebours arrive à 0, ce genre de programme efface les données, toutes les données. Peut-être juste dans celui qui est allumé, mais peut-être dans tous s'ils sont connectés. Ce qui est sûrement le cas. »« Alors, comment on l'arrête ?» demande Jérôme. « Une commande au clavier ? » ?»« Peut-être, oui. Ou vocale. »« Commande vocale ?» interroge Hodges. « Oui, » explique Jérôme. « Brady articule ni barre ou petite culotte, et le compte à rebours s'arrête. » Holly rigole derrière ses doigts, puis donne à Jérôme une timide bourrade sur l'épaule. « Que t'es bête !» Il s'installe à la table de la cuisine, laissant la porte de derrière ouverte pour faire entrer de l'air frais. Hodges a le coude sur l'un des sets de table et le front dans le creux de la main. Jérôme et Holly se taisent, le laissant réfléchir en silence. Enfin, il lève la tête. « Je vais leur passer la main. J'en ai pas envie. Et si c'était juste entre Hartsfield et moi, je ne le ferais sans doute pas. Mais il faut que je pense à vous deux. »« Ne le faites pas pour moi, » dit Jérôme. « Si vous voyez un moyen de continuer, je reste avec vous. »« Bien sûr que oui, tu restes, » se dit Hodges. « Tu crois peut-être savoir ce que tu risques, mais tu ne le sais pas. Quand on a 17 ans, l'avenir est strictement théorique. Quant à Holly, précédemment, il aurait dit qu'elle était une sorte d'écran de cinéma humain, avec toutes ses pensées projetées en gros plan sur son visage. Mais en cet instant, elle est indéchiffrable. « Merci, Jérôme. Seulement c'est dur à prendre comme décision. Passer la main, c'est dur. Et ce sera la 2e fois qu'il devra renoncer à Mr. Mercedes. Mais il ne s'agit pas seulement de nous, tu comprends? Il pourrait détenir davantage d'explosifs. Et s'il les utilise contre une foule, il regarde Holly. Comme il a utilisé la Mercedes de votre cousine Olivia contre une foule, ce serait moi le responsable. Je ne veux pas prendre ce risque. » Articulant soigneusement, prononçant chaque mot comme si elle se rattrapait de ce qui a probablement été une vie entière à marmonner, Holly dit « Personne d'autre que vous ne peut le coincer. »« Merci, mais non, » répond-il gentiment. « La police a des ressources que je n'ai pas. Ils vont commencer par donner le signalement de sa voiture avec son numéro d'immatriculation. Moi, je ne peux pas faire ça. » Ça paraît correct, mais il ne croit pas que ce soit correct. Quand il ne prend pas des risques insensés comme celui qu'il a pris au City Center, Brady fait partie des petits futés. Il aura planqué sa voiture quelque part, peut-être dans un parking du centre-ville, peut-être dans l'un des parkings de l'aéroport, peut-être dans un de ces parkings interminables de centre commercial. Sa caisse n'a rien à voir avec une Mercedes-Benz. C'est une Subaru couleur caca passe-partout. Et on ne la trouvera ni aujourd'hui ni demain. Il risque d'y être encore dans une semaine. Et même s'il la trouve, Brady ne sera sûrement pas dans les parages. « Personne d'autre que vous, » répète-t-elle, « et seulement avec nous pour vous aider. »« Holly, comment pouvez-vous renoncer ?» lui crie-t-elle. Elle serre le poing et se frappe le centre du front, y laissant une marque rouge. « Comment pouvez-vous ?
Jeannet vous aimait bien. Elle était même presque votre petite amie. Et maintenant elle est morte, comme cette femme là-haut. Toutes les deux, mortes. » Elle s'apprête à se frapper à nouveau, et Jérôme lui prend la main. « Non, dit-il. Je vous en prie, arrêtez. Je me sens mal de vous voir faire ça. » Holly se met à pleurer. Jérôme l'étreint gauchement. Il est noir et elle est blanche. Il a 17 ans et elle en a plus de 40. Mais aux yeux de Hodges, Jérôme ressemble à un père en train de consoler sa fille qui vient de rentrer de l'école en annonçant que personne ne l'a invitée au bal de printemps. Hodges pose les yeux sur le petit jardin bien entretenu des Hartsfield. Lui aussi se sent mal. Et pas seulement au souvenir de Jeannet, même si c'est suffisamment dur. Il se sent mal pour les gens du City Center. Il se sent mal pour la sœur de Jeannet, qu'ils ont refusé de croire, qui a été diffamée par la presse et qui a été conduite au suicide par l'homme qui vivait dans cette maison. Il se sent mal aussi d'avoir négligé les propos de Mrs. Melbourne. Il sait que Pete Huntley lui donnerait l'absolution pour ça, ce qui rend les choses pires. Pourquoi ? Parce que Pete n'est pas aussi bon dans ce boulot que lui, Hodges, l'est encore. Pete ne le sera jamais, même au meilleur de sa forme. Un bon type et un bosseur, mais... Tout ça ne change rien. Il faut qu'il passe la main, même s'il a l'impression d'en crever. En mettant tout le reste de côté, il ne subsiste qu'une évidence. Kermit William Hodges est dans une impasse. Brady Hartsfield est dans la nature. Il se pourrait qu'il y ait une piste dans les ordinateurs. Quelque chose qui indiquerait où il se trouve actuellement, quels sont ses plans, ou les deux. Mais Hodges ne peut y avoir accès. Pas plus qu'il ne peut justifier de continuer à dissimuler le nom et le signalement de l'homme qui a perpétré le massacre du City Center. Peut-être que Holly a raison. Peut-être que Brady Hartsfield échappera à la capture et commettra une autre atrocité. Mais Kermit Frog 19 est à court de possibilités. La seule chose qui lui reste à faire est de protéger Jérôme et Holly s'il le peut. À ce stade, il n'en est peut-être même plus capable. Le fouineur d'en face les a vus, après tout. Il sort sur le seuil et ouvre son Nokia, qu'il a plus utilisé aujourd'hui que dans tout l'intervalle depuis le jour de sa retraite. Il pense. Ça craint quand même. Et appuie sur l'entrée. Pete Huntley. Pete décroche à la deuxième sonnerie. « Collègue !» s'exclame-t-il avec exubérance. On entend un brouhaha de voix en fond, et Hodges commence par se dire que Pete est dans un bar quelque part, à moitié cramé et en chemin vers la cuite totale. « Pete, il faut que je te parle de... »« Ouais, je suis prêt à reconnaître toutes les erreurs que tu veux, mais pas maintenant, ok ? Qui t'a appelé, ici ? »« Huntley !» gueule quelqu'un. « Le chef arrive dans 5 minutes, avec la presse. Où est ce putain d'ORP ?» ORP, officier des relations publiques. Pete n'est pas dans un bar et il n'est pas saoul, se dit Hodges. Il est juste délirant de joie. « Personne ne m'a appelé, Pete. Qu'est-ce qui se passe ? »« T'es pas au courant ?» Pete se marre. « La plus grosse saisie d'armes dans l'histoire de cette ville. Peut-être la plus grosse dans l'histoire des États-Unis. Des centaines de mitrailleuses M2 et HK-91, lance-roquettes, putain de canons laser, caisses de l'ATL-35 flambant neuf, AN-94 russes encore dans leur graisse. Il y a assez de matos ici pour équiper 3 douzaines de milices en Europe de l'Est. Et les munitions, bordel, stockées sur 2 étages. Si ce putain de prêteur sur gage avait brûlé, tout l'automne sautait. » Des sirènes, il entend des sirènes. Encore des cris. Quelqu'un gueule à quelqu'un d'autre de s'occuper de monter les chevalets. Quel prêteur sur gage ? King Virtue Pawn and Loan, sud de MLK. Tu vois où ? Ouais. Et devine qui est le propriétaire ? Mais Pete est bien trop excité pour lui laisser une chance de deviner. Alonzo Moretti, tu piges ? Non, Hodges ne pige pas. Moretti est le petit-fils de Fabrizio Abbacchia, Bill. Fabi le nez. Ça y est, ça commence à s'éclaircir ? Au début, non. Parce que lorsqu'Hodges a été interrogé par Pete et Isabelle, il a simplement pioché le nom d'Abbacchia dans son tiroir mental de vieilles affaires non élucidées, impliquant quelqu'un susceptible de nourrir de l'animosité envers lui. Et des comme ça, il y en a eu plusieurs centaines par le passé. Pete, le King Virtue appartient à des Noirs,
comme tous les commerces du secteur. Mon cul! Le nom de Burton Lawrence est sur l'enseigne, mais il y a un accord de location. Lawrence est une façade, et il est en train de cracher. Tu veux savoir le meilleur? On a notre part dans la saisie. Une de nos patrouilles a découvert le truc une semaine environ avant la date choisie par l'ATF pour boucler ses trafiquants. Tous les inspecteurs du département sont là. Le chef est en route, avec une caravane de presse plus longue que la parade de Thanksgiving de Macy's. Pas question que les feds se l'accaparent, celle-là. Pas question. Cette fois, son rire est carrément dément. Tous les inspecteurs du département, se dit Hodges. Ce qui laisse quoi pour Mr. Mercedes? Des clous, voilà quoi. Bill, faut que j'y aille. Mon vieux, c'est phénoménal. Ouais, sûr. Mais d'abord, tu pourrais me dire ce que ça a à voir avec moi? Ce que tu disais. Ta voiture piégée, c'était une vengeance. Moretti épongeant la dette de sang de son grand-père. En plus des fusils d'assaut, des mitrailleuses, des grenades, des pistolets et toute la quincaillerie assortie, il y a au moins 50 caisses de Detachit Hendrix Chemicals. Ça te dit quelque chose? Explosif en feuille? Ouais, qui s'utilise avec des détonateurs à l'azoture de plomb. Et on sait déjà que c'est ce type de détonateur qui a été utilisé dans ta voiture. On n'a pas encore l'analyse chimique de l'explosif lui-même, mais dès qu'on l'aura, tu verras que ça sera du Detachit. J'en mets ma main au feu. T'es un putain de sacré vénard, Bill. J'avoue, dit Bill. C'est vrai. Il voit d'ici la scène devant King Virtue. Flics et agents de l'ATF partout, déjà en train de se disputer la juridiction, et d'autres ne cessant d'arriver. La O'Brien fermée à la circulation. MLK Avenue sans doute aussi. Des foules grossissantes de badauds. Le chef de la police et autres grosses légumes du même acabit en route pour les rejoindre. Le maire ne loupera pas sa chance de faire un discours. Et puis, tous ces journalistes, ces équipes télé et les véhicules de retransmission en direct. Pete n'en peut plus d'excitation. Alors, est-ce que Hodges va se lancer dans une histoire longue et compliquée à propos du massacre du City Center et d'un site de rencontre appelé le Parapluie bleu de Debbie et d'une mère morte qui s'est probablement saoulée à en crever et d'un réparateur d'ordinateur en fuite? Non, décide-t-il. Pas envie de me lancer là-dedans. Alors il souhaite bonne chance à Pete et raccroche. Quand il revient dans la cuisine, Holly n'y est plus, mais il l'entend parler. Holly la marmonneuse s'est muée en Holly prédicatrice de revival, on dirait. Sa voix a clairement la cadence propre aux invocations à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, du moins pour le moment. « Je suis avec Mr. Hodges et son ami Jérôme », est-elle en train de dire. « Ce sont mes amis, maman. Nous avons partagé un sympathique déjeuner. Maintenant, ils me montrent les hauts lieux de la ville et ce soir, nous partagerons un sympathique dîner. Nous parlons de Jeannet. J'ai le droit de faire ça si je veux. » Même dans son état de confusion quant à leur situation présente et son infinie tristesse concernant Jeannet, Hodges se réjouit d'entendre Holly tenir tête à tante Charlotte. Il ne peut pas avoir la certitude que ce soit la première fois, mais sur la tête du Dieu vivant, ça se pourrait bien. « Qui a appelé qui ?» demande-t-il à Jérôme avec un signe de tête vers la voix. « C'est Holly qui a appelé. Mais c'était mon idée. Elle avait éteint son téléphone pour pas que sa mère l'appelle. Il a fallu que je lui dise qu'elle risquait de prévenir les flics pour qu'elle accepte. « Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ?» dit maintenant Holly. « C'était la voiture d'Olivia, et c'est pas comme si je l'avais volée. Je rentre ce soir, maman. En attendant, laisse-moi tranquille. » Elle revient dans la pièce, les joues empourprées, du défi dans le regard, rajeunie de plusieurs années, et décidément jolie. « Vous déchirez, Holly, » lui dit Jérôme, et il lève la main pour qu'elle lui claque la paume. Holly ignore son geste. Ses yeux, toujours flamboyants, sont fixés sur Hodges. « Si vous appelez la police, et que ça me crée des ennuis, je m'en fiche. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, sachez que vous ne devriez pas le faire. Ils ne pourront pas le retrouver. Nous, on peut. Je sais qu'on peut. » Hodges se rend compte que s'il y a quelqu'un sur cette terre pour qui capturer Mr. Mercedes est plus important que pour lui, alors ce quelqu'un est Holly Gibney. Peut-être pour la première fois de sa vie, elle fait quelque chose qui compte, et avec des gens qui l'apprécient et la respectent. Je vais le garder pour nous encore un peu, principalement parce que les flics sont occupés ailleurs cet après-midi.
Le plus drôle, ou devrais-je dire le plus ironique, c'est qu'il pense que ça a quelque chose à voir avec moi. « De quoi vous parlez ?» demande Jérôme. Hodges jette un coup d'œil à sa montre et voit qu'il est 2h20. Ils sont restés là suffisamment longtemps. « Retournons chez moi. Je vous raconterai en route, et on repassera tout ça en revue. Si on n'a aucune nouvelle piste, je devrais rappeler mon collègue. Je ne veux pas risquer un nouveau spectacle d'horreur. » Le risque est pourtant bien là, et il voit à leur mine que Jérôme et Holly le savent aussi bien que lui. « Je suis allé dans le petit coin bureau contigu au salon pour appeler ma mère, » dit Holly. « Mrs. Hartfield a un ordinateur portable. Si nous allons chez vous, je veux l'emporter. »« Pourquoi ?»« Je pourrais peut-être trouver comment entrer dans les ordinateurs de son fils. Elle a pu noter ses commandes clavier ou vocales. »« Holly, ça me semble peu probable. Les gars mentalement dérangés comme Brady se donnent beaucoup de mal pour dissimuler à tous ce qu'ils sont vraiment. »« Je sais, » dit Holly. « Bien sûr que je sais, puisque je suis moi-même mentalement dérangé et que j'essaye de le cacher. »« Hé, Hall, arrêtez !» Jérôme veut lui prendre la main, mais elle ne le laisse pas faire. Elle sort plutôt ses cigarettes de sa poche. « Je le suis, et je sais que je le suis. Ma mère le sait aussi, et elle m'a à l'œil. Elle me surveille, parce qu'elle veut me protéger. Mrs. Hartfield aura fait pareil. C'était son fils, après tout. » Si la fille Linklater de Discount Electronics a dit vrai, remarque Hodges, Mrs. Hartfield devait être torchée sur son canapé les 3/4 du temps. Holly répond. « C'était peut-être une alcoolique de haut niveau. Vous avez une meilleure idée ?» Hodges capitule. « Ok, prenez son portable. Au point où on en est. »« Pas encore, » dit-elle. « Dans 5 minutes. J'ai envie de fumer. Je vais dehors sur les marches. » Elle sort. Elle s'assoit sur le seuil. Elle allume sa cigarette. À travers la porte moustiquaire, Hodges lui lance. « Depuis quand avez-vous autant d'assurance, Holly ?» Elle ne se retourne pas pour répondre. « J'imagine, depuis que j'ai vu des morceaux de ma cousine brûlés dans la rue. » À 15h15 cet après-midi, Brady quitte sa chambre du Motel 6 pour respirer un peu et avise un chicken coop de l'autre côté de la route. Il traverse et commande son dernier repas. Un Clucker Delight, avec supplément de sauce et coleslaw. La partie restaurant est quasi déserte, et il emporte son plateau près des vitres pour pouvoir s'asseoir au soleil. Bientôt, c'en sera fini pour lui du soleil, alors autant profiter du peu qu'il lui reste. Il mange lentement, repensant à toutes les fois où il a commandé chez Chicken Coop, et comment sa mère demandait toujours un clucker avec double portion de coleslaw. Il a commandé son repas préféré sans même s'en rendre compte. Ça lui fait monter les larmes, et il les essuie avec sa serviette en papier. Pauvre maman. Le soleil est agréable, mais ses bienfaits sont éphémères. Brady envisage les bienfaits plus durables que l'obscurité lui procurera. Plus besoin d'écouter les délires lesbo-féministes de Freddie Linklater. Plus besoin d'écouter Tones Frobisher expliquer pourquoi il ne peut pas aller en dépannage parce qu'il a la responsabilité du magasin. Alors qu'en fait, c'est parce qu'il ne saurait pas reconnaître un plantage de disques durs même s'il lui mordait la bite. Plus besoin de se geler les couilles pendant qu'il fait sa tournée dans sa camionnette Mr. Delis avec les freezers à fond en plein mois d'août. Plus besoin de foutre des coups dans le tableau de bord de la Subaru quand la radio se met à déconner. Plus besoin de penser aux petites culottes en dentelle de sa mère et à ses longues cuisses. Plus de sentiments de rage à être ignoré et considéré comme un meuble. Plus de migraines. Plus de nuits d'insomnie, parce qu'après aujourd'hui, ça sera plus que du sommeil, tout le temps. Sans rêve. Quand il a fini de manger, jusqu'à la dernière bouchée, Brady débarrasse sa table, essuie une bavure de sauce à l'aide d'une deuxième serviette et jette ses détritus à la poubelle. La fille au comptoir lui demande si tout s'est bien passé. Brady lui dit que oui, en se demandant quelle quantité de poulet, de sauce, de biscuits et de salade aura la chance d'avoir été digérée avant que l'explosion ne déchire son estomac et fasse gicler le reste partout. « Ils se souviendront de moi, » se dit-il, debout au bord de la route, attendant qu'un trou dans la circulation lui permette de retourner au motel. Plus gros score jamais atteint. Je vais entrer dans l'histoire.
Il est content de ne pas avoir tué le vieux flic, maintenant. C'est bien que Hodges soit en vie pour voir ce qui va arriver ce soir. Qu'il ait à s'en souvenir, à vivre avec. De retour dans la chambre, il regarde le fauteuil roulant et la poche urinaire bourrée d'explosifs, posée sur le coussin « Pose ton cul » bourré d'explosifs. Il veut arriver tôt au Mac, mais pas trop tôt. Il ne tient pas à se faire remarquer plus que nécessaire. Déjà qu'il est de sexe masculin et âgé de plus de 13 ans. Mais il a encore un peu de temps. Il a apporté son ordinateur portable, sans raison précise, simplement par habitude. Et il est bien content de l'avoir maintenant. Il l'ouvre, se connecte à la Wi-Fi du motel et va sous le parapluie bleu de débit. Et là, il laisse son message final. Une sorte de police d'assurance. Ceci fait, il retourne à pied à l'aéroport, récupérer sa Subaru au parking longue durée. Hodges et ses 2 apprentis détectives arrivent dans Harper Road un peu avant 15h30. Holly jette un rapide regard autour d'elle, puis emporte le portable de Mrs. Hartsfield dans la cuisine et l'allume. Jérôme et Hodges restent debout à côté d'elle, espérant qu'aucun écran demandant un mot de passe ne s'affichera. Mais si. « Essayez son prénom » dit Jérôme. Holly tape « Déborah ». Le Mac répond « Non ». « Ok, essayez Déby » dit Jérôme, « avec IE et avec I ». Holly dégage une mèche de cheveux brun taupe de ses yeux pour qu'il puisse voir clairement son agacement. « Trouve-toi quelque chose à faire, Jérôme, d'accord ? Je déteste qu'on ziote comme ça derrière mon épaule. » Elle se tourne vers Hodges. « Je peux fumer ici ? J'espère que oui. Ça m'aide à réfléchir. Les cigarettes m'aident à réfléchir. » Hodges va lui chercher une soucoupe. « Autorisation de fumer accordée. On sera dans mon bureau. Gueulez un bon coup si vous trouvez quelque chose. »« Tu parles, se dit-il. Compte là-dessus. » Holly ne lui prête aucune attention. Elle allume son briquet. Elle a laissé derrière elle la voix de prédicatrice de revival pour retourner au marmonnement. « J'espère qu'elle a laissé un indice. J'ai l'espoir d'un indice. Holly a l'espoir d'un indice. » « Oh misère, se dit Hodges. Dans son bureau, il demande à Jérôme s'il a une idée du genre d'indice dont elle parle. Après 3 tentatives, certains ordinateurs vous proposent un indice pour vous aider à retrouver votre mot de passe, pour vous rafraîchir la mémoire. Mais seulement si on en a programmé un. De la cuisine leur parvient une exclamation véhémente et non marmonnée. « Merde, remerde et re-remerde !» Hodges et Jérôme se regardent. « On dirait que non, » dit Jérôme. Hodges allume son propre ordinateur et explique à Jérôme ce qu'il veut. Une liste de toutes les manifestations publiques sur les 7 jours à venir. « Ok, ça peut se faire, » dit Jérôme. « Mais peut-être que vous voudrez voir ça d'abord. »« Quoi ? » ?»« Un message, sous le parapluie. »« Vas-y, clique. » Les poings de Hodges se sont serrés. Mais à mesure qu'il lit le dernier communiqué de Merci Tueur, il se desserre lentement. Le message est bref, et même s'il n'est d'aucun secours immédiat, il renferme une lueur d'espoir. « Adieu, minable. PS, passe un bon week-end. Le mien va être excellent. » Jérôme dit. « Je crois qu'il vous a tiré sa révérence, Bill. » C'est aussi l'impression de Bill. Mais il s'en fout. Il se concentre sur le PS. Il sait que c'est sûrement une tactique de diversion. Mais si ça ne l'est pas, ils ont encore un peu de temps. De la cuisine leur parviennent un parfum de fumée de cigarette et un autre merde véhément. « Bill, je viens d'avoir un mauvais pressentiment. »« Lequel ?»« Le concert de ce soir. Au Mingo. Du boys band round here. Ma sœur et ma mère y vont. » Hodges réfléchit à ça. L'auditorium Mingo a une capacité de 4000 places, mais le public de ce soir sera à 80% féminin, des mamans et leurs filles préadolescentes. Il y aura quelques hommes, bien sûr, mais la plupart d'entre eux seront là pour accompagner leurs filles et les copines de leurs filles. Brady Hartsfield est un joli garçon d'une 30aine d'années, et s'il tente d'entrer tout seul au concert, il ne passera pas inaperçu. Dans l'Amérique du XXIe siècle, tout homme seul, assistant à un événement essentiellement destiné à des fillettes,
attire forcément l'attention et la suspicion. Et puis, passe un bon week-end, le mien va être excellent. Vous pensez que je devrais appeler maman pour lui dire de garder les filles à la maison? Jérôme paraît consterné à cette idée. Barbe ne va plus jamais m'adresser la parole. Et puis, il y a aussi sa copine Hilda et 2 autres de la cuisine. « Oh, satané truc! Laisse-moi passer !» Avant que Hodges n'ait pu répondre, Jérôme dit « D'un autre côté, on dirait vraiment qu'il a quelque chose de prévu pour le week-end, et on n'est que jeudi. Ou est-ce que c'est juste ce qu'il veut nous faire croire ?» Hodges aurait tendance à croire que la provocation est réelle. « Retrouve-moi cette photo de Hartsfield dans la cyberpatrouille. Tu veux? Celle qui s'ouvre quand on clique sur « Rencontrer les experts ». Pendant que Jérôme s'exécute, Hodges appelle Marlowe Everett aux archives de la police. « Salut Marlowe, c'est encore moi, Bill Hodges. Ouais, il y a de l'action à Lowtown. Pete m'a mis au courant. La moitié des effectifs sont là-bas, hein? Bon, je vais pas te déranger longtemps. Est-ce que tu sais si Larry Windom est toujours chef de la sécurité au MAC? Ouais, c'est ça, Brutus. Ouais, je patiente. » Tout en poireautant, il explique à Jérôme que Larry Windom a pris sa retraite anticipée quand le MAC lui a proposé un poste pour le double de son salaire d'inspecteur. Il ne raconte pas que c'est l'une des raisons seulement qui a poussé Windom à décrocher après 20 ans de carrière. Marlowe est de nouveau en ligne. Oui, Larry est toujours au MAC. Elle a même le numéro du bureau de la sécurité là-bas. Avant qu'il ait pu raccrocher, elle demande à Hodges s'il y a un problème. « Parce qu'il y a un gros concert là-bas ce soir. Ma nièce y va. Elle est dingue de ces petits minets. »« Non, c'est bon, Mars. Juste un vieux truc entre nous. »« Dis à Larry qu'on aurait bien besoin de lui aujourd'hui, » dit Marlowe. « La salle de repos est complètement déserte. Pas un seul inspecteur en vue. »« J'y manquerai pas. » Hodges appelle la sécurité au MAC, se présente sous le nom d'inspecteur Bill Hodges et demande à parler à Windom. Pendant qu'il attend, il fixe l'image de Brady Hartsfield. Jérôme l'a agrandie de telle manière qu'elle occupe tout l'écran. Hodges est fasciné par les yeux. En petit format, et en comparaison de ses 2 collègues techniciens, ces yeux-là paraissaient assez agréables. Mais avec l'image en plein écran, l'impression change. La bouche sourit, pas les yeux. Les yeux sont vides et lointains, presque morts. « Connerie !» se dit Hodges intérieurement. Se tense-t-il intérieurement? C'est classique, voir quelque chose qui n'y est pas sur la base d'une information récemment acquise. Comme le témoin du cambriolage d'une banque qui dit « J'ai trouvé qu'il avait l'air louche avant même qu'il sorte son arme. » C'est peut-être vrai, c'est peut-être professionnel. Mais Hodges n'y croit pas. Il trouve que les yeux qui le regardent depuis l'écran de l'ordinateur sont ceux d'un crapaud caché sous un rocher ou sous un vieux parapluie bleu déglingué. Windom est en ligne. Il a ce genre de voix de stentor qui te fait éloigner le combiné de 5 cm de ton oreille quand tu lui causes. Et il est toujours aussi bavard. Il veut tout savoir de la grosse saisie de l'après-midi. Hodges lui dit que c'est une super saisie, ça oui. Mais plus que ça, il ne sait pas. Il rappelle à Larry qu'il est retraité. Mais, avec tout ce remue-ménage, dit-il, Pete Huntley m'a comme qui dirait confié la mission de t'appeler. J'espère que ça ne te dérange pas. Fichtre non. Je prendrai bien un verre avec toi un de ces jours, Billy. Reparler du bon vieux temps maintenant qu'on en est sortis tous les 2. Tu sais, les bons coups et les coups durs, tu vois? Ça serait chouette. Ça serait de la torture, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pete m'a dit que vous avez un concert là-bas ce soir. Un boys band sexy. Du genre que toutes les petites filles adorent. Tu l'as dit. Elles font déjà la queue. Et elles s'accordent. Quelqu'un lance le nom d'un des garçons, et elles hurlent toutes. Même si elles sont encore sur le parking, elles hurlent. C'est comme la Beatlemania à notre époque. Sauf que d'après ce qu'on m'a dit, cette équipe-là vaut pas les Beatles. T'as une alerte à la bombe ou un truc comme ça? Dis-moi que non. Ces minettes vont me lyncher, et leurs mamans vont bouffer les restes. Ce que j'ai, c'est un tuyau comme quoi vous pourriez avoir un agresseur d'enfants sur les bras ce soir. Un type pas cool du tout, Larry. Non et signalement? On déconne pas, là. Direct et percutant. Le gars qui a dû quitter les forces de l'ordre parce qu'il était un peu trop rapide avec ses poings. Mauvaise gestion de sa colère.
dans le langage du psy du service. Brutus, dans le langage de ses collègues. Il s'appelle Brady Hartsfield. Je t'envoie sa photo par mail. Hodges jette un coup d'œil à Jérôme qui hoche la tête et forme un cercle avec le pouce et l'index. La trentaine. Si tu le vois, tu m'appelles d'abord, puis tu l'arrêtes. Avec prudence. S'il essaie de résister, neutralise ce salopard. Avec plaisir, Billy. Je relais l'info à mes gars. Des chances qu'il se fasse accompagner d'une gamine ado ou plus jeune? Peu probable, mais pas impossible. Si tu le repères dans un groupe, là, faudra le prendre par surprise. Il pourrait être armé. Et il y a vraiment de bonnes chances qu'il se présente au concert? Voix pleine d'espoir, typique de Larry Windham. Pas des masses. Hodges le croit fermement. Et pas juste à cause de l'insinuation qu'a faite Hartsfield sur le parapluie de Debbie à propos de son week-end. Ce gars-là doit savoir que dans un public de gamines, il ne pourra absolument pas se fondre dans la masse. Dans tous les cas, tu comprends que le service peut pas envoyer de flics, hein? Avec tout ce qui est en train de se passer à Lawton. Pas besoin, dit Windham. J'ai 35 gars avec moi ce soir. Pour la plupart des anciens officiellement retraités. On sait ce qu'on fait. J'en doute pas une seconde, dit Hodges. N'oublie pas, appelle-moi d'abord. Il n'y a pas beaucoup d'action pour nous autres à la retraite. Alors on se doit de protéger le peu qu'on a. Windham rigole. Comme je te comprends. Envoie-moi la photo par mail. Il récite une adresse e-mail que Hodges gribouille sur un bout de papier et tend à Jérôme. Si on le voit, on l'alpague. Après ça, c'est ton coup à toi, oncle Bill. Va te faire foutre, oncle Larry, répond Hodges. Il raccroche, se tourne vers Jérôme. La photo vient de partir, dit Jérôme. Bien. Puis Hodges dit quelque chose qui lui hantera le reste de sa vie. Si Hartsfield est aussi malin que je le pense, il ne sera pas au Mingo ce soir. À mon avis, ta mère et ta sœur peuvent y aller tranquilles. Et s'il essaie de s'y pointer, les gars de Larry le choperont avant qu'il ait franchi les portes. Jérôme sourit. Super. Vois ce que tu peux trouver d'autre. Concentre-toi sur samedi et dimanche. Mais ne néglige pas la semaine prochaine. Ne néglige pas demain non plus, parce que le week-end commence le vendredi, compris? Jérôme se replonge dans ses recherches. Hodges retourne à la cuisine voir comment Holly s'en sort. Ce qu'il découvre le fige. Posé à côté de l'ordi emprunté, il y a un portefeuille rouge. La carte d'identité de Deborah Hartsfield, ses cartes de crédit et reçus sont étalées sur la table. Holly, déjà à sa 3e cigarette, tient devant ses yeux une Mastercard qu'elle étudie à travers un voile de fumée bleue. Elle lui adresse un regard à la fois apeuré et plein de défis. « J'essaie juste de trouver son crétin de mot de passe. Son sac était suspendu au dossier de sa chaise et son portefeuille était là juste sur le dessus, alors je l'ai mis dans ma poche. Parce que des fois, les gens gardent leur mot de passe dans leur portefeuille. Surtout les femmes. Je ne voulais pas son argent, monsieur Hodges. J'ai mon argent à moi. Je reçois une allocation. » Une allocation, se dit Hodges. Mon Dieu, Holly. Elle a les yeux brillants de larmes et elle recommence à se mordre les lèvres. « Jamais je ne volerai. »« Ok, » lui dit-il. Il hésite à lui tapoter la main, puis décide que ce ne serait pas forcément une bonne idée. « Je comprends. Et bordel de Dieu, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. À côté de toutes les conneries qu'il a accumulées depuis que cette foutue lettre est arrivée, piquer le portefeuille d'une femme morte, c'est de la rigolade. Quand tout ça sortira, comme ça finira par sortir, Hodges dira que c'est lui qui l'a pris. » Pendant ce temps-là, Holly continue. « J'ai ma propre carte de crédit et j'ai de l'argent. J'ai même un compte chèque. J'achète des jeux vidéo et des applis pour mon iPad. J'achète des habits. Et aussi des boucles d'oreilles, je les adore. J'en ai 56 paires. Et je m'achète moi-même mes cigarettes, même si elles sont super chères maintenant. Vous ne le savez peut-être pas, mais à New York, un paquet de cigarettes coûte 11 $. J'essaye de ne pas être un fardeau, parce que je ne peux pas travailler, et elle dit que je n'en suis pas un. Mais je sais que j'en suis un. » Holly, arrêtez. Gardez ça pour votre psy si vous en avez un. Bien sûr que j'en ai un. Elle adresse un sourire lugubre à l'écran obstiné de l'ordinateur portable de Mrs. Hartsfield. Je suis complètement tarée. Vous avez pas remarqué?
Hodges choisit d'ignorer la question. « Je cherchais un bout de papier avec le mot de passe écrit dessus, dit-elle. Mais il n'y en a pas. Alors j'ai essayé son numéro de sécurité sociale, à l'endroit, puis à l'envers. Même chose avec ses cartes de crédit. J'ai même essayé les codes de sécurité au dos des cartes. Et vous avez d'autres idées? Quelques-unes. Laissez-moi seule. Au moment où il quitte la pièce, elle lance. Je suis désolée pour la fumée, mais vraiment ça m'aide à réfléchir.